que l'esprit humain est capable de connaître. Autrement dit, que l'esprit humain est capable de vérité. Et c'est cela, si vous voulez, que l'on va retrouver dans la langue. C'est cela. Alors, on va d'abord s'arrêter sur l'élaboration d'une partie de discours. Qu'est-ce que c'est qu'une partie de discours? C'est un mot. Un mot. Par exemple, le verbe aller, aller, est une partie de discours. De même, on pourrait avoir un substantif, la marche. Eh bien, la marche est une partie de discours. Il y a d'autres parties de discours aussi, il n'y a pas que le substantif et le verbe. Donc, comment se forme une partie de discours? Je pars de l'univers sensible. Vous voyez, j'ai par exemple des tas d'objets devant moi et je vais sélectionner de cet amas, on va dire hétéroclite, je vais sélectionner une chose. Mettons que ce soit une chaise, on va appeler ça un siège. Voilà. Et je retrouve la même spécificité dans d'autres choses. Voilà. Alors, il se passe quoi là? Il se passe que, dans un premier temps, je suis devant un univers de réalité, sensible ou mentale, devant un univers extrêmement divers. Et j'extrais une réalité. C'est-à-dire, je découpe la réalité qui est devant moi, et j'extrais cette réalité, et j'y accole une notion. Une notion encore vague, une notion très vague. La notion de siège, mettons, mais très vague, qui n'est pas encore formulée. On verra pourquoi. Et après, il se passe que, dans l'esprit, j'universalise la notion par le dedans. C'est-à-dire que je fais que cette notion de siège va correspondre à une quantité importante, que je ne mesure pas, à une quantité importante d'autres choses qui pourront avoir le terme de siège. Et pour autant, la jeunesse du mot n'est pas terminée. Jusqu'ici, je n'ai eu que la charge sémantique, c'est-à-dire la signification. Mais le mot n'est pas terminé. Et donc, après l'élargissement de cette première notion, de cette première sélection et donc l'élargissement de cette notion, il y a besoin d'une généralisation face à un autre univers, qui n'est plus l'univers, c'est-à-dire des notions, mais l'univers de la forme. Voilà, alors la notion, c'est-à-dire la signification, la charge sémantique, si vous voulez, est la matière. Mais la matière ne peut accéder au rang de partie de discours que si je lui donne une forme. Par exemple, je pourrais décider de lui donner une forme verbale. Alors j'aurais siégé. Siéger. Mais je peux aussi avoir une forme substantive, c'est-à-dire siège, le siège ou un siège. Et c'est la forme qui donne l'être. Tant que je n'ai pas donné de forme, la charge sémantique qui est peut-être dans mon esprit va disparaître. Dans une disparition, on va dire, mentale, et elle n'a fait que passer dans mon esprit sans véritablement pouvoir y être accrochée. Et de la forme, le substantif, par exemple, reçoit des fonctions possibles.
Alors, les trois fonctions en français, hein, moi je parle pour le français uniquement parce que dans les autres langues on trouverait, en changeant ce qu'il faut changer, les mêmes éléments sans doute, mais ce serait d'une manière très différente, mais avec la même finalité. Bon. Donc, cette parenthèse étant close, en français, le substantif a trois fonctions possibles: le sujet, l'attribut ou le complément. Par exemple, la pierre de Caen est très dure, ou bien tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, tu es Pierre, et Pierre est attribut. Attribut de tu. Et complément, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Voilà, complément. Et on trouve toujours, il n'y a pas d'autre fonction pour le substantif, sauf bien sûr si on utilise des prépositions, des choses comme ça, ou d'autres mots. Alors donc, après avoir été dans un univers de substance, un univers de signification, on va se trouver devant un univers de substance pour avoir un substantif. Ou bien on se trouverait devant un univers de procès temporel pour avoir un verbe. Voilà, donc si vous voulez, il faut une matière. La matière, c'est quoi? C'est la signification, la charge sémantique, et il faut une forme pour arriver à avoir un mot, pour arriver à avoir une partie de discours. Alors, voilà, il y a donc, je résume, l'univers des réalités sensibles, duquel je tire une réalité, et cette extraction me permet d'accoler une notion, une charge sémantique. Et cette charge sémantique ensuite est universalisée par le dedans. Et puis ensuite, j'en fais une partie de discours en accolant un univers formel. Alors peut-être que vous allez me dire, mais comment savez-vous tout ça? Comment savez-vous tout ça? Où est-ce que vous avez vu ça? Tout ça ne se voit pas. Tout ça est dans l'esprit. Tout ça ne se voit pas. Tout ça est dans l'esprit. Simplement, je suis obligé d'admettre que j'ai tiré une partie de la réalité et que j'ai sélectionné cette partie. Et qu'après avoir sélectionné, j'ai accolé une notion, j'ai accolé une charge sémantique. Je suis obligé, sinon je n'arriverai pas à parler. Bon. Ensuite, il y a cette universalisation par le dedans. Comment je le sais? Je le sais, pourquoi? Parce que c'est clair. Si je prends le mot goutte, c'est tout petit une goutte. Mais il y a des tas de gouttes possibles. Il y a des gouttes de pluie, il y a des gouttes de sueur. Bon. Et alors, vous voyez, vous avez un mot tout petit, goutte, qui peut servir à nommer toutes les gouttes de l'univers. Et ça fait quand même ensuite plusieurs litres. Bon, vous voyez, il y a donc une universalisation. Prenez un mot encore tout petit, comme rien. Eh bien, vous savez peut-être qu'un rien, c'est quelque chose. Et donc, tous les petits riens finissent par faire quelque chose. Et il y a toujours cette universalisation. Voilà. Si l'universalisation ne pouvait pas être faite, n'en déplaise à tous les nominalistes, on ne pourrait énoncer aucune vérité. Aucune vérité. Donc il faut une généralisation. Et bien sûr, ensuite, il y a un univers formel. Cet univers formel est quelque chose de très important parce que ça permet de donner à ces notions le rang de partie de discours, c'est-à-dire de mots. Alors, il n'y a pas de matière sans forme. Vous voyez? Voilà. La forme permet
matière de subsister. Sans forme, la matière, c'est-à-dire la signification, disparaît. Et il n'y a pas de forme sans matière. On en a la preuve dans l'évolution du langage. Par exemple, la formation du futur s'est faite en français avec l'infinitif du verbe et l'auxiliaire avoir. Mais maintenant, l'auxiliaire avoir s'est accolé à l'infinitif du verbe. Par exemple, je partir et je partirai. Voilà. Pourquoi? Parce que la dématérialisation du verbe avoir est telle qu'il n'y avait plus que la forme. Et la forme toute seule ne peut pas subsister. Donc elle s'est accolée à partir. Voilà. Alors, donc, pas de matière sans forme, pas de forme sans matière. On retrouve ce qui est dans l'univers. Hein. Pas de matière sans forme, pas de forme sans matière. Alors, il y a un temps, bien sûr, que j'appelle, à la suite d'un linguiste qui est connu, qui s'appelle Gustave Guillaume, un temps opératif. J'extrais de l'univers une portion de cet univers. Ensuite, je généralise la charge sémantique que j'ai accolée à cette portion et j'y accole la forme. C'est un peu répétitif, mais enfin, je préfère dire encore que la forme est indispensable pour que les sémantiques correspondant aux portions d'univers puissent subsister. Vous voyez, je fais une petite parenthèse. Ce que je décris ici, c'est quand même merveilleux. Personne n'a inventé ça. Ça s'est fait tout seul. Il y a quand même quelqu'un qui a présidé à tout cela. Vous voyez, par exemple, Adam au paradis. On lui présente les animaux. Et il nomme les animaux. Bon. Et il avait donc la notion de ce qu'était la nature de chaque animal, etc. Il avait la science infuse. Et puis, on lui présente Ève. Alors là, il reconnaît que c'est un être différent des autres. Chair de ma chair, os de mes os. Et ça, c'est quelque chose, si vous voulez, qui prouve la science infuse d'Adam. Et il a parlé la première langue sur Terre. Ce langage qui s'élabore donc avec le premier homme et la première femme, c'est un langage qui déjà contient en lui-même la possibilité d'abstraire, la possibilité d'extraire toutes les réalités du monde, de leur donner par la forme une subsistance, et ainsi la langue est créée. Bon. Il y a dans cette matière plus forme quelque chose qui est propre à la forme. C'est-à-dire que pour le substantif, alors c'est pas difficile à comprendre, il suffit simplement de dire ceci. Tous les mots ne désignent pas des êtres. Par exemple, si je prends un adjectif tel que rouge, il faut que rouge s'accorde à quelque chose pour que rouge puisse subsister.
même que bleu, vert, jaune, etc. Enfin bon, tous les adjectifs. Un substantif, par sa forme, reçoit la possibilité de rapporter ce qu'il signifie à lui-même. Et on appelle ça l'incidence. Il y a une incidence interne pour le substantif. Et cette incidence interne est ce qui est le plus important dans la forme qui est donnée. Vous voyez, on arrive à bien noter ce qu'est la forme. La forme du substantif rapporte la notion au mot lui-même, et le substantif existe ainsi à raison de soi. Donc, il exprime une substance. Il exprime une substance, voilà. Quelque chose qui persiste, qui existe à raison de soi. Si le substantif, oui, voilà, un rhinocéros par exemple. Le rhinocéros ne se dit que du rhinocéros. La chaise ne se dit que de la chaise. Tous les substantifs ne se disent que d'eux-mêmes. Voilà. Donc la matière, c'est la charge sémantique. Par son union avec la forme, la matière est apte à désigner un être proprement dit, c'est-à-dire une substance. Et c'est ainsi qu'on devrait continuer à exprimer dans les grammaires ce qu'est le substantif. Pourquoi il n'y a plus de substantif dans vos grammaires? Pourquoi on dit le nom? Le nom commun, machin, etc. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'était un substantif, et on a extrait, je ne vais pas aller trop loin sur ce sujet, mais ça a été voulu, on a extrait, on a coupé en 1910, avec Ferdinand Buisson, le mot substantif qui a été proscrit. Il ne fallait plus parler de substantif. Hein. Il y a peut-être une intention. Alors, vous savez, les grammaires allemandes, par exemple, emploient le mot substantif, ils n'ont pas de pudeur excessive, ils emploient le mot substantif. Bon, je crois que dans les langues nordiques aussi, on emploie substantif, il n'y a aucun problème. Mais en français, non. On ne parle plus de substantif. Fini. Et il y a eu en 1910 une nomenclature qui a été faite par des gens qui n'étaient pas grammairiens d'ailleurs, et qui ont dit on ne parle plus de substantif. Pourquoi? Parce que c'est difficile à expliquer. Bon, allez. Je ne peux pas trop aller sur ce terrain. Alors, le substantif a pour caractéristique de pouvoir recevoir une détermination. Détermination du genre, ou détermination d'un adjectif, détermination du pluriel, etc. Un long chemin, etc. Donc, le substantif signifie ce qui est apte à désigner. Pourquoi on peut dire que lorsque je parle, je désigne des choses? Je désigne un bout de papier, je désigne cette souris sur la table, je désigne, voilà, je désigne ma clé d'ordinateur, bon, etc. Pourquoi? Eh bien parce que justement, il y a une analogie, entre la forme substantive et les choses qui sont disposées autour de moi, qui sont des substances. Il y a une analogie. Bien sûr, ce n'est pas la même chose, mais il y a une analogie. Donc, il y a aussi quelque chose de très important. Le substantif peut être quelque chose qui désigne un objet ou un être particulier, ou bien une généralité, ou bien quelque chose de tout à fait général et universel. Par exemple, quand si je dis « le cheval est la plus noble conquête de l'homme », c'est une phrase qui désigne tous les chevaux.
Et si je dis, ce matin en me levant, j'ai vu le cheval qui se roulait par terre dans le pré, bon, c'est un cheval, c'est pas tous les chevaux. Voilà. Donc, comment va-t-on arriver en français, c'est en français, comment va-t-on arriver en français à faire que le substantif désigne tantôt la réalité particulière, tantôt quelque chose d'universel? Ben voilà une bonne question. Pourquoi il n'y a pas de confusion? Il n'y a pas de confusion parce qu'il y a des articles qui servent à ça. Il y a des articles qui servent à ça. Bon. Donc, l'article 1, l'article 2, sont des articles qui peuvent ou bien exprimer le général, ou bien exprimer le particulier. Mais je ne peux pas, je ne vous en dis pas plus, ce serait trop long et je n'ai qu'un temps imparti. Donc pardonnez-moi. Cette disposition à désigner l'individu ou la généralité donne au langage la possibilité d'énoncer tantôt ce qui est particulier, tantôt ce qui est une vérité générale. Contrairement à ce qu'exprime, à ce que dit le nominalisme. Vous savez, le nominalisme est en philosophie une sale bête qui a, qui a vraiment mis tout par terre et qui n'a pas fini de sévir. C'est vraiment la plaie, c'est vraiment la plaie. Bon, enfin, donc, voyons maintenant ce qu'est l'essence et l'existence. La question des universaux est liée à l'origine et à l'objectivité de notre connaissance. Bon, vous savez bien qu'au Moyen-Âge, on s'est bagarré sur les universaux. On connaît Occam, qui avait un grand rasoir, et on parle du rasoir d'Occam, c'est-à-dire, il a dit, non, avec les mots, on arrive à dire des choses qui n'existent pas, et donc la pensée devient folle. Voilà. Donc il faut avoir une certaine prudence et on ne peut pas abuser de la pensée comme ça. Voilà. Donc, et il a dit il y a des choses qui n'existent pas et on s'en sert et on philosophe là-dessus, ça ne sert à rien, on est dans le vide. À l'heure actuelle, c'est la même chose. J'ai entendu dire à certaines personnes, oh, vous en faites une querelle de mots. Autrement dit, il n'y a pas de réalité derrière ce que vous dites. Et vous faites une colère, une colère, oui, je faisais une colère. Mais vous en faites une question de mots. Vous en faites une querelle de mots. J'étais en train de discuter d'un point important sur la liturgie. Enfin bon, oh, vous en faites une querelle de mots. C'était pas une querelle de mots. Vous voyez, mais il y a encore, alors je vous le dis parce que c'est très important, il y a encore ce nominalisme qui est aux aguets, et ce nominalisme sert pour une mauvaise dialectique. Une mauvaise dialectique. Voilà. Et il suffit de dire ça pour faire que la personne eh bien, soit vue tout d'un coup comme dissertant sur rien du tout, avec des idées qui battent la campagne et qui finalement ne rencontrent jamais aucune réalité. Voilà, il fait une querelle de mots. Pour le langage, la saisie de l'essence est corrélative à deux opérations d'esprit, la généralisation de l'intérieur de la notion de la charge sémantique et la clôture du mot par l'obtention de la forme. Voilà, ça c'est très très important. Excusez-moi, j'ai peut-être répété la chose jusqu'à satiété, mais c'est l'essentiel. Et cette généralisation est une opération d'esprit. Elle ne se voit pas, elle ne se pèse pas. Elle ne pèse aucun gramme. Voilà. Donc ce n'est pas quelque chose que, l'esprit positiviste peut être agréé facilement.
La nature permet, c'est-à-dire cette généralisation qui est déjà un contact avec l'essence même des choses, ou de la nature des choses, cette nature permet de reconnaître les êtres à leur manière d'agir. Et l'homme, qu'il agisse bien ou mal, agit toujours en homme, même si, lorsqu'il fait l'imbécile ou qu'il fait le mal, il est pire que la brute de raison. Sans raison, la brute sans raison, bien sûr. Et quand on ne perçoit pas mentalement la nature des choses, eh bien l'homme n'est plus qu'un matériau qu'on gère, un esclave. Je ne vais pas plus loin sur le sujet. Voilà. Et maintenant, je vais parler d'autre chose, je vais parler de l'accident. Pas l'accident de voiture, mais vous savez, il y a l'accident, substance accident. C'est partout présent dans la langue. La langue repose sur quelque chose de très simple. On parle de quelque chose et on dit quelque chose par rapport à cette chose dont on parle. Voilà. Il y a un apport et un support. Il y a un apport et un support. Je dis par exemple, bon, les lunettes sont sur la table. Alors j'ai dit quelque chose de mes lunettes, et j'ai dit qu'elles étaient sur la table. Il n'y a pas de langage sans qu'il y ait un apport et un support. Là, ce sont les lunettes qui sont le support. Et j'ai dit qu'elles étaient sur la table. Vous voyez, là, il y a des... Si je n'ai pas de support, les notions... Les lunettes ne tombent pas. Si, vous voyez, ce sont des notions, comme tout à l'heure je vous avais parlé de rouge, eh bien, il y a des notions qui, sans support, sont obligées de disparaître. Il faut que je trouve un support. Alors là, je vous imagine un verre que je mets en position. Mais vous voyez, si le verre ne reçoit pas, si le verre plein de vin ne reçoit pas la notion, il n'y a rien qui se passe. Par contre, si le verre joue le rôle de support, eh bien la couleur rouge ou l'adjectif rouge pourra faire un verre de vin rouge. Voilà, c'est très simple, c'est-à-dire qu'il y a un mécanisme simplissime qui est de faire que l'adjectif ne peut subsister que s'il s'accole à quelque chose. Alors la forme de l'adjectif, vous voyez, cette fois-ci, je ne reviens pas sur l'élaboration de la notion, c'est la forme simplement. La forme de l'adjectif, c'est de trouver un support. Il a donc une incidence externe. J'avais parlé d'incidence interne pour le substantif tout à l'heure, et bien là, cette fois-ci, c'est une incidence externe. Et l'incidence de l'adjectif, pour trouver ce support, en général, c'est le substantif, mais ça peut être autre chose. Bon. La notion portée par l'adjectif doit se rapporter à un substantif. Sinon, il n'y a pas d'adjectif possible. Et le propre d'un accident, voilà, c'est ça un accident. Le propre d'un accident, c'est de s'ajouter à une substance sans modifier la substance. Ou autrement dit, si vous voulez, la substance subsiste en tant que telle. Le propre d'un accident est d'être inhérent à un être. Et l'accident n'est pas un être, mais c'est un être qui est pour un autre. L'accident est d'un être plutôt que être à lui-même. Par exemple, je peux dire n'importe quelle chose. Voilà, ça c'est un classeur vert. Classeur vert. S'il n'y avait pas de classeur, je ne pourrais pas faire subsister la notion de vert. Vert est fait pour se rapporter à quelque chose. Voilà, c'est l'incidence.
Et c'est l'accident. L'accident, c'est un être inhérent à l'autre être, et il est plutôt fait pour être d'un être plutôt que d'être lui-même. Exemple, un homme grand. Alors, grand est fait pour s'accoler à homme. Alors, il y a une incidence externe, un homme grand. On voit sa taille. Mais il y a autre chose qui est possible. On peut parler d'un grand homme. Alors, un grand homme, c'est différent d'un homme grand. Parce qu'il y a une incidence, si vous voulez, d'une manière interne et d'une manière externe. C'est-à-dire l'adjectif « eux » en français, certains adjectifs « eux » peuvent qualifier un substantif d'une manière externe ou d'une manière interne. Un drôle de bonhomme n'est pas tout à fait équivalent à un bonhomme drôle. Voilà. Avec curieux, vous auriez la même chose également. Je vais parler maintenant de quelque chose qui est encore plus important. Parler de quelque chose d'encore plus important. C'est la puissance et l'acte. La puissance et l'acte, bon, qu'est-ce que c'est que la puissance? C'est une capacité à devenir quelque chose. La puissance, capacité à devenir quelque chose. Par exemple, l'enfant est en puissance un homme, parce qu'il a la capacité de devenir un homme, si c'est un garçon. Ou alors la petite fille a une capacité de devenir une femme. Parce que, bon, normalement, naturellement, elle deviendra une femme. Donc, elle est en puissance. La petite fille est en puissance d'une femme. Le garçonnet est en puissance un homme. Eh bien, on trouve cette chose, puissance et acte. L'acte, c'est quoi, pardon? L'acte, c'est l'homme. L'homme est un acte par rapport à l'enfant. Il est actualisé. Il est actualisé. Bon. Il n'est plus potentiellement homme. Il est véritablement adulte. Voilà. Eh bien, il y a la même chose en langue. On peut parler d'une langue qui se traduit en discours. Tous les discours possibles. La langue, c'est la puissance. Et l'acte, c'est le discours. Alors, encore une fois, mais comment savez-vous ça? Où est-ce que c'est écrit? Ben, ça ne peut pas être écrit, parce que en langue, justement, la langue n'est pas écrite, c'est le discours qui s'écrit, et la langue n'est pas écrite. Alors pourquoi? Êtes-vous sûr que ça existe? N'êtes-vous pas en train de faire ce que reprochait Occam? Il est content de sortir le rasoir. Non, regardez, je vais essayer de faire apparaître ce qu'est la langue. Prenons un texte de départ. I do my best to contact you tomorrow before we leave. Quelle est la meilleure traduction de ce I do my best? Je vais faire de mon mieux. Eh bien, je ferai tout. Ça, c'est ici, voilà. To contact you. Pour contacter vous, tomorrow, demain, avant que nous quittions. Ou bien, je ferai tout pour vous contacter demain avant notre départ. Quelle est la meilleure traduction? Ben, il y en a une que l'on dit française, et il y en a une, on dit non, c'est pas tout à fait le français. Comment peut-on reconnaître que ce n'est pas le français si on n'a pas la notion de ce qu'est la langue? Donc la langue existe. Donc la langue existe.
une mère de famille francophone à son petit garçon, est-ce qu'elle dit « Est-ce que tu t'es lavé les mains » ou bien « Est-ce que tu as lavé tes mains » ? Est-ce que tu as lavé tes mains ? Ou elle pourra dire « Est-ce que tu as lavé tes mains ?» Mais enfin, c'est une tournure bizarre. Que dit-on en français ? Pierre est diabétique. Ah, je ne l'ai pas su. Ou bien, ah, je ne savais pas. On dit, ah, je ne savais pas. On dit, ah, je ne l'ai pas su. Ça, c'est allemand, ça. Das habe ich nicht gewusst. C'est en allemand qu'on dit ça. Et si je dis, das wusste ich nicht, ça ne passe pas. Alors, vous voyez, il y a, si vous voulez, une différence, bien sûr, entre l'allemand et le français, mais pour savoir que c'est vraiment français, pour savoir que c'est vraiment allemand, il faut avoir intériorisé cet être potentiel qu'on appelle la langue. Donc la langue existe, bien qu'elle ne puisse jamais être écrite. C'est une notion linguistique, hein, d'accord, mais enfin bon, ça existe. Aucun n'en passera avec son rasoir, il n'a pas le droit de couper cette chose-là. Tout énoncé suit un ensemble de règles. Et les règles sont en langue. Et par ces règles, on reconnaît une langue. La langue préside à tout énoncé. La langue rend possible tous les énoncés. S'il n'y avait pas de langue, eh bien, ce serait difficile d'avoir un énoncé ordonné. Donc elle est préalable à tous les discours, elle existe puisque les discours suivent des règles. Et la langue contient puissance, tous les discours. Voilà, c'est pour ça que la langue est un être puissanciel, qui a vocation et qui a capacité à se traduire en une infinité de discours. L'acte de langage consiste à passer de l'un à l'autre, c'est-à-dire de la langue au discours. Le discours actualise les puissances de signification et les fonctions qui deviennent univoques, c'est-à-dire fixées, et une seule à la fois. C'est particulière que j'ai en prononçant telle phrase ou en écrivant telle phrase. L'acte de langage consiste à passer de la puissance à l'acte. Alors, je vais essayer d'aller vite. La langue est un système de systèmes. Excusez-moi, j'ai juste calculé. La langue est un système de systèmes. Il y a des conditions générales dans la langue et il n'y a que du particulier dans le discours. Il y a des conditions permanentes dans la langue et le discours est momentané. La langue est antérieure à tout emploi et le discours, lui, il est construit. La langue ne parle pas à l'esprit. Non, pardon, la langue parle à l'esprit, mais pas à la machine. Exemple, je me suis amusé avec l'appareil de traduction qu'on trouve sur Internet. Alors, voilà ce que ça a donné. Réduit au triste choix ou de trahir ma flamme ou de vivre en infâme, devient trahir au choix, le réduire triste ou est ma flamme, de les avoir indignes, au pluriel, indignes au pluriel. Bon. Voilà, l'esprit est prompt mais la chair est faible. Après un passage par le russe, le japonais et l'anglais, ça a donné ceci. Assurer la viande, c'était rapidement bas. Pourquoi ça? Eh bien parce que la machine n'a pas la langue. Et elle n'aura jamais la langue. Parce que la langue est une réalité immatérielle. Immatérielle. Ça ne peut pas exister dans la machine. Immatérielle. Il faut venger un père ou perdre une maîtresse. Ça devient. C'est nécessaire de venger un père ou de perdre le professeur. Bon. Ah, le professeur. Voilà. Alors, non, je suis obligé de passer, excusez-moi, je vais passer. Je suis obligé de passer. Il y a une analogie, quand même, je vous le dis au fur et à mesure, dans la formation d'image verbale,
entre une plante qui d'abord est une graine et en tant que graine, elle est potentiellement la plante, et ensuite il y a la fleur et le fruit, en acte. Et il y a un peu la même chose dans les temps. Vous voyez le mode quasi nominal, avec le mode quasi nominal, c'est-à-dire l'infinitif, le participe présent, le participe passé, le mode subjonctif et le mode indicatif. Le mode subjonctif, si vous voulez, ça correspond à la plante avec les feuilles qui commencent à pousser, et ça donne, si vous voulez, l'incidence verbale au sujet et au complément possible, et puis les personnes qui apparaissent, puisqu'il y a l'incidence qui apparaît. Mais il n'y a pas de personne au mode quasi nominal, il n'y a pas de personne pour l'infinitif, pas de personne. Et puis alors, le mode indicatif, lui, fait apparaître les temps. Les temps d'une manière beaucoup plus claire. Puisqu'en français, il y a deux époques, l'époque future et l'époque passée, le présent qui s'interpose, voilà. Il y a quand même, évidemment, une analogie. Puissance accident, puissance acte. Il y a une puissance passive, une puissance active, je ne peux pas tout dire, excusez-moi. Puissance active au sujet, puissance, avec une incidence objective. Adam mangea, et passive, Adam mangea la pomme. Voilà. Puissance, bon, je suis trop à court du temps. L'acte et l'être achevé dans son ordre. Vous voyez, donc j'ai défini tout à l'heure ce qu'était la puissance. La puissance, c'est une capacité à devenir. Et l'acte, c'est un être achevé dans son ordre. L'acte sépare et distingue, tandis que la puissance tient bien souvent indifférenciée de choses distinctes. Voilà. Exemple. Alors, oui, je suis passé encore. Oui, d'accord. Merci. Alors, donc, on établit donc le constat qu'on trouve dans l'analyse intérieure de la langue une puissance, un acte, une matière, une forme, une essence, une existence. L'essence, l'existence, l'essence du cheval que je ne vois pas, que je n'ai jamais rencontré, et qui est pourtant dans chaque animal, dans chaque cheval. Puissance, essence, existence, substance et accident. Et cette architecture correspond à l'idée directrice qui réagit le langage tout entier. Tout entier. Je ne vais pas dire qu'il y a des choses plus importantes que d'autres. Partout, on trouve ça dans le langage entièrement. La finalité du langage est donc similaire à cette philosophie naturelle de l'esprit, à l'intelligence faite pour dire ce qui est, ce qui devient et ce qui n'est pas. Vous voyez, on n'est pas en train de dire, ben voilà, on désigne ce qui est, on peut désigner ce qui n'est pas, mais on dit ce que ce n'est pas. Et puis on peut désigner ce qui devient. Pourquoi? Parce que dans la langue, il y a justement cet aspect puissantiel. Quelque chose qui n'est pas. Et par exemple, le subjonctif ne colle pas à l'actualité de l'horizon temporel. Le subjonctif est en deçà de l'horizon temporel. En deçà de l'horizon temporel. Il y a, si vous voulez, cette fameuse distinction entre l'idée qui regarde et l'idée de regarder. L'idée qui regarde, elle va sur l'actualité de l'horizon temporel. L'idée regardée, ben, si elle est regardée, elle n'est pas sur l'horizon temporel. Alors en allemand, c'est un peu la même chose, mais il y a des différences entre l'allemand et le français. L'allemand, c'est la même chose. Par exemple, il dit qu'il est malade, et il dit qu'il est malade, j'emploie est. Donc c'est un temps de l'indicatif présent. Mais en allemand, on dira, il dit qu'il soit malade. Parce que c'est le discours indirect, on emploie le subjonctif.
au discours indirect en allemand. Alors ça écrase. Alors tout ça c'est magnifique, c'est une architecture, on va dire que l'homme n'a pas inventé. Alors toutes ces fariboles qui consistent à dire mais le langage ça vient de l'usage et l'usage c'est la société et donc c'est... Mais ça ne tient pas debout. Quand on regarde les choses de très près, on voit que ce n'est pas le hasard qui a fait ça, il y a une minutie telle qu'on ne peut pas dire que le langage vient de la société, etc. Je dirais même que s'il n'y avait pas une providence qui veillait, la manière dont on parle comme ça, sans s'y réfléchir, ferait que le langage se détruirait plutôt qu'autre chose. Non, le langage subsiste. Voilà. Alors donc il y a cette architecture magnifique. Et cette architecture magnifique, elle a été vue par certains philosophes, mais qui l'ont refusée. Alors j'en vais citer deux, hein, alors sinon la liste est longue. Hein. Je cite Nietzsche. Nietzsche, lui, dit, oh là là, le langage se forme avec la psychologie primitive et vient exercer sa domination sur la pensée. Et alors il a cette notion il a cette phrase tout à fait révélatrice. Il dit « Je crains que nous ne puissions nous débarrasser de Dieu parce que nous croyons encore à la grand-mère. » Il avait tout vu. Hein. Il avait tout vu. Et alors, on voit cette répulsion devant, justement, l'œuvre divine qui est évidente. Voilà. Heidegger, c'est quelqu'un qui est un existentialiste. L'existence possède l'essence et tout ça. Bon, d'accord. C'est un existentialiste, philosophe. Hein. Mais pour lui, le langage de la métaphysique enferme et fige les étangs, c'est-à-dire les êtres, au lieu de les laisser être en les dévoilant. Et c'est pourquoi Heidegger se tourne vers le langage de Hölderlin, un poète allemand. Et bon, il est clair que Hölderlin est habité par une sorte d'idéal de l'absolu. Mais bon, il est toujours déçu par la réalité contingente et la réalité absolument médiocre qui l'entoure. Alors il a des élans vers cet absolu, et puis après, bien sûr, il retombe lourdement. Et bon, je ne vais pas raconter toute la vie de Hölderlin. Et l'existentialiste Heidegger trouve que dans cette lutte entre le quotidien et cette soif de l'idéal, exactement ce qu'il faut pour arriver à exprimer ce que lui, Heidegger, voudrait exprimer par la philosophie. Et il dit que dans la mesure où le poète cherche à dépasser cette pellicule, c'est lui qui dit les choses essentielles. Bon, je ne veux pas trop insister, mais il est évident qu'en partant sur une mauvaise piste, on arrive à cette conclusion. La mauvaise piste, c'est quoi? La mauvaise piste, c'est de dire supprimons les essences. Et il reste quoi? Il reste que les êtres particuliers. Et après, ils disent oh là là, on en a assez des êtres particuliers. Bah oui, mais il fallait pas. Vous comprenez bien que c'était programmé d'avance. C'était programmé d'avance. Alors, je renvoie par exemple à Sartre qui écrit La nausée. Voilà, donc tout est nauséeux. Ben, pourquoi? Ben, parce qu'on ne voit pas les essences des choses. Voilà, alors bien sûr, il n'y a pas de nature, il n'y a pas rien. Et s'il vous plaît, ça supprime véritablement l'être des choses. Et parce que ça supprime l'être des choses, l'intelligence n'a plus sa nourriture. La nourriture de l'intelligence, c'est l'être. Et comme l'intelligence n'a plus sa nourriture, on tourne fou. Regardez par exemple Nietzsche et bien d'autres. Althusser et bien d'autres.
Mais oui, mais ils ont pris un mauvais départ, un très mauvais départ. Et alors Heidegger ne peut atteindre absolument pas la finalité du langage puisqu'il récuse cet être du langage. C'est évident. Alors nous allons dire que l'architecture de la langue est admirable et qu'elle correspond à la philosophie de l'être qui permet la connaissance. Et cette architecture révèle l'idée directrice qui est de régir le langage tout entier pour servir cette intelligence première de l'homme. Je vais vous lire un beau passage de Gustave Guillaume. Gustave Guillaume, c'est un très très grand linguiste qui est mort dans les années 60 et qui enseignait au Collège de France et qui a eu des vues vraiment exceptionnelles sur la langue. Il est connu en France, oui, il finit par le connaître, mais il est surtout connu et apprécié à l'Université Laval du Québec. Alors voilà, il dit ceci. Plus je considère la systématisation sur laquelle repose la langue et sa structure, et à partir de cette structure, les jeux de discours permis, et plus je me convainc qu'aucune intelligence humaine, si puissante soit-elle, n'aurait réussi à construire un ouvrage aussi approprié. Il y a dans cette systématisation quelque chose de transcendant, qui n'est pas selon la pente naturelle de la pensée consciente, la pensée humaine consciente, quelque chose qui est fait, qui est construit au-dedans de la pensée humaine et que consciemment, elle n'aurait jamais envisagé de construire d'aucune manière ressemblante. Voilà. La langue échappe. La langue échappe. Ça, j'y tiens beaucoup. À tout constructivisme. Pas possible. Et, on va dire, il est à la fois navrant ou amusant de constater les efforts incessants de l'éducation nationale pour codifier notre langue. Bon, ça ne sert à rien, et ça ne met que le désordre. Bon, enfin, je ne vais pas trop développer cet aspect. Rochevalin, qui est un des proches qui est décédé, je crois aussi, un des proches de Gustave Guillaume, disait « Si le langage humain assure si admirablement son évidente fonction sociale, c'est parce qu'il la transcende, la construction qu'il représente n'ayant ses fondements non pas ce qui serait le langage animal au rapport social, c'est-à-dire au petit face-à-face, homme-homme, mais au grand face-à-face, homme-univers. » Et il y a un confinement à vouloir dire que c'est la langue vient de la langue vient de la société, que c'est par la fonction sociale que le langage vit, etc. Non, ça enferme l'homme dans un univers trop confiné. Et moi je veux dire que le grand face-à-face homme-univers, c'est quoi donc la finalité du langage? La finalité du langage, c'est de placer les êtres dans leur hiérarchie et de faire en sorte que l'homme trouve sa place. Et je vais dire simplement ceci. Il y avait un psychologue, ou un psychiatre peut-être, qui s'appelait Allers. Louis Junier a écrit un beau livre sur Allers qui s'appelle Allers, l'antifreud. Voilà, vous connaissez bien ça. Et Allers disait que finalement les névroses venaient du fait qu'on n'arrivait pas à trouver notre place. Et on avait une erreur, si vous voulez, dans la tête, et cette erreur dans la tête rendait malade. Bon, et au fond c'est ça, si vous voulez, l'homme est fait pour avoir un grand face-à-face vis-à-vis de l'univers et de trouver la place de l'homme dans l'univers. Et si, pour des raisons X, Y, l'homme ne trouve pas sa place,
ben, il peut devenir fou, tomber malade. Donc voilà la finalité du langage, c'est de trouver la vérité, et à travers cette vérité, ce qui concerne l'homme, la place de l'homme dans l'univers. Merci, Monsieur Tougne. Nous avons commencé de façon trapue ce matin, et nous nous sentons un peu dans la situation de Monsieur Jourdain, qui ne savait pas qu'il faisait de la prose, et nous ne savions pas que nous manions un instrument aussi complexe, aussi subtil, aussi profond, en parlant tout simplement. Après une conversation avec Malraux, on ne se sent pas très intelligent. Malraux allait très très vite, je ne sais pas si c'était toujours sensé ni tout, mais enfin, oui. Alors nous nous sentons un peu dans cette situation, après ce très brillant exposé, qui nous ramène une fois de plus, à la fois dans un état de confusion devant ce genre de subtile démonstration, et d'admiration devant la création, ce que le Créateur a fait. Et en même temps, vous nous inspirez des sentiments assez nets contre toute une série de faussaires et de constructivistes ou déconstructivistes, n'est-ce pas? Nous avons quelques instants pour poser des questions, pour intervenir. 1, 2. Merci, monsieur, de nous avoir fait Oui, c'est bien. prendre conscience de la qualité du langage. On constate de plus en plus dans le langage actuel, le langage courant, qu'il y a une déstructuration. Et je crois qu'il y a l'invasion de plus en plus du nominalisme. Et j'aimerais que monsieur nous en donne quelques lignes. Parce que c'est le danger actuel de transformer complètement le langage pour le manipuler et ce qui est mal. Non, mais oui, vous avez tout à fait raison de dire que c'est une entreprise nominaliste. Cette entreprise nominaliste, elle est initialisée par l'Éducation nationale. Je suis désolé, mais c'est tout à fait le cas. Et comment ils ont fait? Enfin, ils ont fait étape par étape. Enfin bon, c'est tout à fait net. De réforme en réforme, et surtout de nomenclature en nomenclature. Oui. De nomenclature en nomenclature, on enseigne le français par l'envers. C'est-à-dire que, si vous voulez, au début, on a dit mais le français est une langue vivante, alors donc il faut se couper du latin. Bon, alors, d'accord. Coupons-nous du latin, mais on se coupait de l'esprit grammatical maintenant. Donc il y avait la grammaire. Alors la grammaire, c'est un objet inconvenant et encombrant. Et donc on va faire découvrir la grammaire par la conversation entre enfants et par les textes libres et tout ça. Bon, ça c'est quelque chose, si vous voulez, qui prend le problème à l'envers, c'est-à-dire qu'on est dans le discours, comme j'ai expliqué, on n'est plus dans la langue. Or les règles se trouvent en langue, elles ne se trouvent pas en discours. Et donc c'est du nominalisme. Pourquoi? C'est du nominalisme parce que dans le discours, vous n'avez jamais que du particulier. Et dans la langue, vous savez, la règle générale qui s'applique à tous les discours. Et puis ensuite, on a dit, ben non, c'est encore trop, on va faire découvrir la langue, on va faire découvrir la grammaire, mais on n'a jamais réussi à faire découvrir la grammaire en reconstituant dans la classe les conditions naturelles de l'apprentissage du langage. Et comme ça coûte très cher de reconstituer la nature dans la classe, nous ne sommes jamais arrivés, l'éducation nationale n'a pas pu atteindre cet objectif de reconstituer les conditions naturelles d'apprentissage du langage. Tout ça c'était fait pourquoi? Alors bien sûr, c'était la méthode globale que je décris là. Tout ça c'était fait pourquoi? C'était fait pour ne plus avoir à penser en termes de grammaire. Et donc, ça allait très bien, il paraît que ça allait très bien. Simplement, il faut le dire, nous avons, parmi les personnes qui ont
quitter le système scolaire 3 millions d'illettrés en France. Et ça, ce sont les chiffres qui sont donnés par l'éducation nationale elle-même. 3 millions d'illettrés, c'est un bon résultat. C'est le résultat du nominalisme. Alors ensuite, une langue, quand même, elle doit vivre. Et si elle n'est pas, on va dire, confortée par un certain apprentissage, la langue peut mourir. Ou on va tomber dans divers sabires familiaux ou clanesques. Enfin bon, voilà, il n'y aura plus véritablement cette architecture très belle de la langue. D'ailleurs, André Chervel, qui est un fin linguiste et un fin grammairien, et milite pour l'abolition de la grammaire et une réforme de la grammaire. On va plus, on torture les enfants, et sa phrase c'est la suivante: autrefois on faisait une discrimination entre les classes sociales par le latin. Et maintenant, la discrimination entre les classes sociales se fait par la grammaire. C'est abominable. Et de ce fait, on va supprimer. Écoutons Molière, qui parle d'offenser grand-mère ni grand-père. Voilà, donc c'est dangereux. Hein. C'est dangereux. Alors, Dans les femmes savantes. Si vous voulez savoir ce que pense André Chervel, vous pouvez pianoter sur votre ordinateur, vous verrez. Il veut réformer la grammaire. C'est devenu un outil de discrimination sociale. Chervel. Monsieur, vous avez dit qu'il n'y a pas de forme sans matière. Comment qualifiez-vous l'ange? Il y a une substance. Non, il y a une substance et il y a une forme. La forme, la forme, qu'est-ce que c'est? La forme, c'est ce qui spécifie. Eh bien, l'ange est spécifique par rapport à l'homme, par rapport à Dieu. Mais il n'a pas de matière. Mais il n'a pas de matière. Pas de forme sans matière. Oui, d'accord, je vous entends, oui, je vous entends. Mais il y a une forme, hein, il y a une matière angélique, une forme angélique. Moi, je pense que... Une forme angélique, mais il n'y a pas de matière angélique. Mais attendez, la matière n'est pas forcément ce qui se pèse, ce qui s'entend, ce qui... Voilà, non, mais oui, non, mais c'est clair. C'est un esprit, J'ai lu justement il n'y a pas longtemps la matière pour l'ange, si j'ai bien compris. Saint Thomas dit qu'il n'y a pas de matière pour l'ange. Ah bon. Et c'est la doctrine de l'Église. Oui. Mais on tolère quand même Saint Bonaventure, Oui. qui admettait qu'il y avait une matière pour l'ange, Voilà. mais matière connaissable. Voilà, c'est ça, parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai lu justement cette question. Disons qu'elle n'est pas résolue en fait. Matière et forme, c'est-à-dire ça, tout dépend de ce qu'on appelle matière. Si on dit que la matière est quelque chose de palpable, touchable, etc., je suis d'accord avec vous. Oui. Mais il peut y avoir, si vous voulez, une matière... Oui, Vous êtes dans le sens c'est pas toujours matière. Est-ce qu'il y avait une question? Voilà, non. Alors, monsieur Didier. Oui, vous avez décrit la destruction donc, du latin, la langue universelle de l'Église. Vous avez décrit la destruction de la langue française. Je pense que ce que vous avez diagnostiqué côté langue française retrouve également à l'encontre au moins des langues européennes, enfin les langues de culture que vous avez évoquées, bien entendu l'allemand, etc. Mais alors, le but de la manœuvre, c'est quoi? C'est un sabir basique, où on va recréer une langue universelle pour les initiés. Quel est le but de la manœuvre? Alors, le but de la vie, quelle est la finalité? Quelle est la finalité? La finalité, bon, je ne sais pas dire les choses avec une assurance totale. Mais il me semble que pour comprendre ce qui se passe, il faut voir la notion de l'homme telle qu'elle est vue aujourd'hui dans nos mentalités modernes.
La notion de l'homme ne doit pas être limité en quoi que ce soit. Il est liberté pure. Et donc il répugne à toute idée de nature. Ça, c'est l'homme moderne. Et alors, l'homme moderne est quelqu'un qui veut tout créer. Et il ne supporte pas la création. Il a une haine vis-à-vis de la création. Et il veut tout créer par lui-même. Et donc, quand il est dans la création, parce qu'il ne peut pas faire autrement, il veut recréer. Et alors, donc, c'est une sorte de folie, de notre monde moderne, où l'homme devient le fabricateur de tout. Voilà. Fabricateur de tout. Donc il veut créer une autre langue, voilà. Non, mais il faut dire, c'est satanique. J'ai une autre réponse. Oui. La désintégration de notre langue va avec l'ensemble de la désintégration de nos pays. Bien sûr. Pour faire une mondialisation. Aussi. Et bien entendu, vous voyez déjà poindre les gens qui apprennent le chinois. Bien sûr. Le chinois deviendra la langue avec les idéogrammes, etc. Et la conclusion, résister ou capituler. Nous en sommes là. Oui. Non, c'est tout à fait. Dernière question. Par rapport à ce que vous disiez sur l'homme moderne qui rejette la nature, oui. Il y a sûrement une explication, c'est justement ça qui est intéressant, mais en même temps j'ai l'impression que c'est paradoxal, puisqu'on est en même temps, je pense, pris depuis longtemps dans un naturalisme qui est aussi un rationalisme, etc., et qui veut tout réduire à ce qui est naturel, justement, et en rejetant le véritable surnaturel, au vrai sens du mot surnaturel. Oui, c'est une contradiction apparente. C'est une contradiction apparente. En fait, il y a quand même une logique profonde. L'homme moderne dit qu'il est proche de la nature, il est proche de... Mais si vous voulez, c'est parce qu'il veut trouver une certaine liberté. Et une liberté sans limite. Alors bien sûr, il ne va pas arriver à tout détruire, il ne peut pas arriver à détruire son corps, sinon il n'existe plus. Et donc, il prêche une nature, mais une nature qui n'a plus de finalité et qui n'a plus de loi. Autrement dit, ce n'est pas une vraie nature, vous voyez, c'est ça. Parce que c'est cette notion de finalité, cette notion de loi que l'on trouve dans la nature humaine qui l'insupporte complètement. Voilà, c'est ça. Donc on va dire que l'homme veut tout recréer, alors il va dire c'est la raison qui domine tout, vous voyez, c'est la raison ce sera le rationalisme. Et il va dire, moi j'ai toute ma liberté, je fais ce que je veux, je me lève quand je veux, je vis avec qui je veux, etc. Et là encore, si vous voulez, il est, on va dire, dévoyé. Mais il appelle ça peut-être, certaines fois, la nature. Et puis il va dire, mais moi oui, je suis comme ça, mais je n'ai pas de finalité. La finalité, moi je me la donne. Et alors, je suis un homme en face de vous, mais je pourrais bien, tout d'un coup, vivre comme une femme. Voilà, pourquoi ? Parce qu'il ne supporte aucune notion, on va dire, qui emprisonnerait cette chère liberté qui ne repose plus sur rien. Est-ce qu'il ne faudrait pas parler aussi du sens de l'héritage ? La langue, c'est quelque chose que je reçois. Et vous voudrez absolument ne rien devoir à ce qui vous a précédé, à ce qui vous est imposé. D'où aussi c'est très important. Et je pense que le grave tort de ceux qui veulent détruire cela, est-ce que ça ne pourrait pas s'appeler le péché contre l'esprit ? Parce que c'est très très grave de défaire ce noble édifice donné par la Providence dont vous parliez. Oui. Ceux qui sont à la source de tout cela et qui veulent à tout prix détruire. C'est vrai que la notion d'héritage est
très importante dans toute langue et que c'est aussi ce qui est détruit, tout à fait. Regardez le programme d'histoire. On supprime l'histoire. Mais non, mais bientôt il n'y aura plus que la pâte à modeler et les mathématiques. Et le reste sera proscrit.